parce que les enjeux sont importants. Près d'une personne sur deux n'a pas accès à l'eau potable réellement dans le monde. Et plus de 2 600 000 personnes meurent chaque année de maladies liées à l'eau et à un environnement insalubre. Donc l'enjeu est essentiel. Et pourtant aujourd'hui on va parler d'encore une autre dimension, et qui est celle vraiment de la manière dont l'eau de boisson peut devenir pas uniquement une eau potable qui évite d'être malade, mais bien un acteur de la santé, de la prévention santé. On va voir ça ensemble avec Monsieur Bagondas à ma gauche, qui a fondé le centre de recherche santé eau à Auroville, le centre de recherche Aquadine, et qui fait une eau biodynamisée et informée, avec pour objectif précisément de proposer une eau bonne pour le corps et pour la prévention santé. Et puis surtout, on aura aussi le professeur Montagnier, d'ici une vingtaine de minutes, après avoir compris ce qu'est le biodynamisé. Comme ça nous permettra de comprendre aussi le fil de la présentation du professeur. Professeur Montagnier, vous êtes mondialement connu, hein, j'ai à peine besoin de vous présenter parce que vous êtes prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte du virus du sida avec Françoise Barré-Sinoussi. Alors on sait peut-être un peu moins que vous avez passé la majeure partie de votre carrière scientifique à l'Institut Pasteur et Curie, que vous êtes le président de la Fondation mondiale de recherche et prévention sida, et surtout vous êtes un fervent défenseur et convaincu de la médecine préventive. Ça on peut le voir dans votre livre « Les combats de la vie, mieux que guérir, prévenir » aux éditions Lattès. Et alors depuis 2005, le professeur a développé une nouvelle technologie biophysique. Je pense qu'on va apprendre beaucoup aujourd'hui parce que c'est essentiel pour détecter les ondes électromagnétiques qui sont induites dans l'eau par l'ADN des bactéries et des virus pathogènes, ainsi que dans le sang des patients qui souffrent de maladies chroniques. Alors on va voir ça, mais on va voir des tas d'autres choses aussi durant 40 minutes avec la présentation du professeur. C'est une approche qui ouvre une voie tout à fait nouvelle. Je pense que c'est important pour les dirigeants, une voie tout à fait nouvelle à la conception de nouveaux traitements. Et on va voir ça donc d'ici une vingtaine de minutes. Pour commencer, je vais d'abord me tourner vers vous, Monsieur Bagondas, parce que ça pose question, l'eau biodynamisée. Alors, quelques mots d'abord sur votre parcours. Vous avez un parcours atypique, vous êtes français, mais vous vivez en Inde du Sud depuis plus de 50 ans, à Pondichéry, à Auroville exactement, qui est une cité de paix et qui a été créée pour œuvrer à l'unité humaine. Et c'est dans le cadre de votre recherche humaniste que vous avez été amené, il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, à vous pencher sur la relation entre l'eau et la santé. Et dans ce cadre-là, vous avez eu envie, en fait, de comprendre comment faire pour redonner à l'eau son caractère du vivant, celui que la nature lui donne naturellement, et permettre ainsi au corps qui l'assimile de bénéficier pleinement des qualités naturelles de l'eau. Vous avez donc fondé Aquadine, qui propose de l'eau biodynamisée et informée. C'est pas évident à comprendre pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que la biodynamisation, l'eau biodynamisée? Qu'est-ce que c'est? Bien, donc on va essayer de faire simple au départ. En fait, l'eau biodynamisée est une eau que la nature sait faire naturellement. Toutes les eaux de montagne, les eaux de torrent, les cascades sont des eaux qui sont dynamisées. Donc, d'un côté, c'est très simple à comprendre, la dynamisation, la nature le fait, et c'est beaucoup plus complexe aussi, parce que toute forme de pollution change de nature profonde de l'eau. Donc nous sommes devant une réalité qui fait que l'eau perd ses propriétés vitales, primordiales. Notre technologie est de restituer à l'eau cette énergie fondamentale qui va lui permettre d'opérer au mieux pour nos fonctions biologiques
pour le végétal, pour l'animal, et en fait de donner à l'eau ce caractère qui a toujours été en fait très important et très reconnu dans les peuples anciens, puisque l'eau était toujours au centre de la vie et pouvait aussi être utilisée à des fins thérapeutiques. À l'heure actuelle, nous sommes en mesure, avec notre technologie, de redonner une qualité tout à fait étonnante à cette eau qui agit en profondeur au niveau, évidemment, tout le monde sait, l'eau n'est pas un médicament, mais quand l'eau a été dynamisée et restructurée positivement, elle donne à l'organisme la possibilité de retrouver toutes ses fonctions optimum au niveau du métabolisme. C'est-à-dire que ça facilite la digestion, ça facilite... Quels sont les bienfaits d'une eau dynamisée, avant de rentrer dans le détail de la technique? Alors, d'une façon générale, on s'est aperçu, puisqu'on a démarré ce centre de recherche il y a 22 ans, donc c'était l'objet aussi de l'histoire, qui est une longue histoire qui a démarré dans les années 50, à travers des scientifiques qui se posaient la question justement de savoir pourquoi les eaux d'orage avaient cette faculté de changer en fait la croissance des plantes. Tout le monde, les maraîchers savent qu'après une eau d'orage, les salades, les végétaux poussent beaucoup plus vite. Donc cette interrogation, cette question a permis de développer en fait d'abord la réflexion, quel est le facteur qui fait que l'eau change d'état ou a tout au moins la possibilité d'améliorer le vivant d'une façon aussi incroyable. Donc de cette question est née une technologie, donc la technologie de biodynamisation. Marcel Violet. Marcel Violet. Donc voilà, donc au départ c'était un scientifique français, membre de l'Académie des sciences, Marcel Violet, qui avait toute une équipe avec lui et qui, en reconstituant cette technologie, l'a éprouvé sur lui-même et s'est guéri d'une maladie quasiment incurable en l'espace de 3 mois. Donc, bon, c'est un monsieur très, très respecté, puisqu'en fait, il était membre de l'Académie des sciences de Paris. Et du coup, il a eu la possibilité d'utiliser cette eau dans des hôpitaux, dans des écoles, et il a fait des tas d'expériences qui toutes ont donné des résultats tout à fait étonnants. Donc, des résultats correspondant principalement aux faiblesses ou aux pathologies que le corps peut avoir, c'est-à-dire au niveau de l'assimilation, de la digestion, au niveau de tous les problèmes que chacun peut avoir, parce qu'elle crée une amélioration de toutes les fonctions métaboliques et du système immunitaire. Donc c'est évidemment, comme on l'a dit, ce n'est pas un médicament, c'est une possibilité que l'eau donne à notre corps, vu qu'on est composé tout de même d'un maximum d'eau. 70-75%. Entre 70%, mais le cerveau par exemple est de 85%. Donc on peut dire que l'homme tout de même a constitué en majorité d'eau. Donc à partir du moment où cette eau a cette qualité de restructuration et donc a cet effet positif sur le corps, on s'aperçoit que le corps par lui-même se guérit. Le pouvoir du corps, son intelligence, peut-on dire, est stimulée et des guérisons s'opèrent. Donc Marcel Violet a identifié ça, grand chercheur, identifie des bénéfices. Vous découvrez cette technologie en Inde et vous avez travaillé cette technologie pour proposer encore une autre dimension. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, la même approche, mais à grand volume. C'est ça. Alors au départ, en fait, on a développé cette technologie donc, il y a 22 ans et on s'est aperçu en effet que cette eau avait ce pouvoir curatif. Moi-même, en fait, ayant vécu depuis des décades en Inde, dans un climat qui n'est pas très, très favorable, j'avais des fièvres tropicales. Et en fait, après la gestion de cette eau, pendant 6 mois, ces fièvres tropicales ont disparu.
Alors du coup, on s'est aperçu que réellement tout ce travail qui avait été consigné à travers des milliers d'expériences, il avait vraiment fait beaucoup d'expériences en laboratoire et sur des animaux, les cobayes, et bien qu'au fur et à mesure de notre progression, offrant cette eau au plus grand nombre, puisqu'en fait, dans cette ville internationale de Reville, il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages, beaucoup de gens de toute nationalité. Et on voyait en effet que chacun avait une amélioration de sa santé en buvant cette eau. Donc, elle opère au niveau fondamental du corps humain, de ses fonctions fondamentales, cellulairement aussi. Et on assiste, sans pouvoir le comprendre encore vraiment, mais bon, ça je pense que Luc Montagnier va nous en parler plus en détail, on voit d'une façon empirique les améliorations qui s'opèrent à tous les niveaux en fait de nos besoins profonds. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans la boîte noire pour comprendre comment ça marche concrètement, techniquement, parce que de manière à comprendre les différentes étapes du traitement que vous proposez pour pouvoir proposer cette eau-là? Oui, alors pour ça en effet on a dit que l'eau était un élément très simple. Mais en même temps, on fait référence en effet à la formule chimique H2O bien connue, que tout le monde connaît. C'est un élément très simple et en même temps un élément très complexe, parce qu'il touche beaucoup de dimensions. Et pour faire simple mais être un peu plus précis, je dirais qu'on peut identifier à peu près 4 dimensions de l'eau. La dimension physique. Et pour que l'eau soit biodynamisée, c'est-à-dire ses propriétés, il faut que l'eau soit d'abord dépolluée à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau chimique, au niveau bactériologique évidemment, et même au niveau électromagnétique. Donc en plus de ça, au niveau physique, l'eau doit bouger, l'eau doit créer des turbulences. C'est très important quand on parle d'eau vivante. Donc ça, c'est au niveau physique. Au niveau chimique, alors on fait donc référence à la formule H2O. Donc H2O veut dire qu'il y a 2 molécules de gaz, hydrogène et oxygène. Ces molécules de gaz, oxygène et hydrogène sont reliées, pour faire une molécule d'eau, par ce qu'on appelle des liens hydrogènes. Ce sont des liens électromagnétiques. Et à ce niveau-là, en fait, notre technologie opère, puisque quand on a ces liens électromagnétiques, là, je suis obligé de rentrer un tout petit peu plus dans la complexité chimique, mais ces liens électromagnétiques forment un angle de 104 degrés au niveau des atomes hydrogène et oxygène. Et c'est très important à savoir parce que de par la structure que forme cet angle, les molécules d'eau s'associent, s'agglomèrent, c'est un peu comme un jeu de loto, de logo, pardon, qui permet en fait de reconstruire des structures. Donc on a un phénomène de restructuration de structures qui permet en fait de dire soit l'eau est structurée positivement et porte de telles informations de vie, soit elle est structurée négativement et à ce moment-là, en effet, arrivent des maladies. C'est ce qu'on verra avec le professeur. On va parler de structuration d'eau positive et négative. Négative par la suite. Alors après, il y a un troisième état qui est l'état, on dirait, électromagnétique. De l'eau. De l'eau. D'accord. Et dans cet état, là, c'est encore un peu plus complexe parce qu'on va faire mention de fréquences, de polarité, de phénomènes de résonance. Et en fait, ces états de l'eau font référence en fait à la dimension énergétique de l'eau. Et là, en fait, c'est une dimension, en effet, qui n'a pas été beaucoup explorée, beaucoup reliée à tout le domaine de la physique et chimie quantique. Donc, en fait, ça nous amène d'ailleurs à ce quatrième état, qui est l'état quantique de l'eau, on peut dire. Et c'est un état où, justement, circulent toutes ces ondes, ces informations, qui est relié aussi à ce fameux concept de la mémoire de l'eau, et où réside, on peut dire, beaucoup de mystères, dont celui du mystère de la vie principalement.
Alors, est-ce qu'on peut quand même savoir comment concrètement, quelle est votre technologie pour proposer une eau qui a toutes ces caractéristiques? Parce que ça peut être un petit peu conceptuel. Oui, alors en fait, on va relier, ça va se relier à ces 4 dimensions dont j'ai parlé. Tout le monde voit bien. Oui. Donc, on a le premier état, la première dimension, qui est une dimension physique. Donc là, on utilise évidemment toutes les filtrations qui existent et des filtrations qui vont jusqu'à l'extrême, puisqu'on utilise l'osmose inverse. Quand on parle d'eau biodynamisée, on parle d'une eau d'une extrême qualité. Donc on doit aller sur une qualité de purification extrême aussi. Donc il y a toute une série de traitements qui sont des pré-traitements au charbon actif et à l'osmose inverse. Quand l'eau est passée dans cette purification, elle est pure, elle a été débarrassée de toutes ces pollutions dont on parlait tout à l'heure, mais elle est morte, c'est-à-dire qu'elle est déstructurée. Donc là, notre deuxième étape de notre technologie, qui s'appelle la biodynamisation, va redonner à l'eau par des infusions de courants de très haute fréquence, qui sont d'ailleurs, qui ont fait l'objet de calculs, pour arriver à trouver des fréquences correspondantes en fait à nos fréquences biologiques. Vous savez que tout est vibratoire, et surtout dans le corps humain, tout est en relation avec ce monde vibratoire de résonance. Donc là, on est dans la partie d'une technologie assez complexe, qui a été d'ailleurs brevetée, et qui en fait nous permet de restructurer, de redonner à l'eau son élément énergétique, qui avait été en fait disparu. En envoyant des ondes, hein, donc c'est des ondes de haute fréquence. C'est des ondes de haute fréquence qui sont calculées, qui font l'objet de cette technologie. Et puis, ma foi, quand on est arrivé à cette dimension de restructuration, encore une fois, on part du concept que l'eau est un organisme vivant. Et ça, c'est tout de même une notion qui est très, très importante à comprendre. Elle doit être en fait considérée comme un élément, donc très complexe en effet, et qui est, quand on lui donne cette possibilité de retrouver sa vraie structure primordiale, on peut dire, eh bien elle devient réceptive. De là aussi le concept de la mémoire de l'eau, c'est-à-dire qu'elle a la capacité d'ingérer des informations et de les retenir. Donc on passe à une troisième dimension qui est celle de lui infuser des énergies, des fréquences encore plus subtiles qui passent à travers la lumière et le son. Donc là, évidemment, c'est un concept assez révolutionnaire, mais qui a des bases scientifiques, puisque maintenant, il y a des scientifiques, dont Bob en particulier, un scientifique allemand qui a été très loin dans l'étude des biophotons, et qui en fait sont des particules lumineuses, des photons, donc reliés à notre biologie. Et notre concept, notre technologie permet en fait d'améliorer le capital, si on peut dire, biophotonique du corps. Donc on est à la troisième étape de mettre de la musique qui est véhiculée par un rayon lumineux. Donc là c'est une technologie aussi assez complexe, qu'on a brevetée aussi, et qui donne on va le voir peut-être par la suite, une amélioration du cristal d'eau. Et la quatrième étape, donc c'est une étape qui se vit déjà dès la dynamisation. On a ce qu'on appelle des oligoéléments, c'est-à-dire des métaux purs, comme l'argent, le cuivre, l'or et bien d'autres, qui ont des qualités particulières, et bon là on ne va pas en parler parce que c'est un peu plus long à expliquer, mais disons que chaque métal a une fonction au niveau du corps et fixe une capacité, une possibilité aussi pour une fonction organique.
Donc on met en général de l'argent ou de l'or ou du cuivre à travers notre dynamisation, de façon à ce que l'eau puisse recevoir des particules très fines qu'on appelle des colloïdes, qui restent en substantation dans l'eau et qui sont avec l'eau assimilés par le corps et qui ont un effet aussi bénéfique, en particulier. Vous avez une question ? En particulier l'argent, qui est très bactéricide et qui permet d'entretenir en fait un processus de désinfection dans le corps humain. Juste pour comprendre, en fait, par rapport à l'eau potable et l'eau minérale en bouteille, donc là, on parle vraiment d'une autre nature d'eau. Oui, en fait l'eau potable, l'eau qu'on dit potable, en effet, l'eau du robinet, l'eau qu'on boit, c'est déjà une étape extrêmement importante, fondamentale, puisqu'en fait, on débarrasse l'eau de ses polluants physiques et bactériologiques. Donc, évidemment, l'objet de la potabilisation, c'est de ne pas rendre les gens malades. Et on sait à l'heure actuelle toutes les pollutions qui existent dans l'eau. Donc, l'eau potable est déjà une étape très importante et qui fait que l'eau conserve ses fonctions hydratantes, nettoyante, donc très important, mais c'est une eau morte. C'est une eau qui n'a pas cette qualité de vitalité. Bon. L'eau minérale aussi, vous parlez d'eau minérale en bouteille, pour ma part, je dirais que c'est mieux, parce qu'en fait, chimiquement, elle est plus pure. Il faut savoir que dans l'eau potable, si la dépollution a été faite au niveau physique et bactériologique, chimiquement, il y a tout de même du chlore qui est un oxydant puissant, il y a des métaux lourds en trace, mais on sait aussi l'importance que ça peut avoir. Il y a aussi d'autres particules qui ne sont pas automatiquement, l'aluminium par exemple, qu'on utilise pour le traitement, et on sait aussi que c'est un puissant perturbateur. Donc voilà, tous ces éléments chimiques sont tout de même dans l'eau potable, et pas dans l'eau en bouteille, ou en très faible quantité. Donc c'est une amélioration, mais c'est une eau morte, parce qu'il faut considérer tout de même, et là je crois que c'est une information importante à savoir, quand on parle d'une eau minérale, la minéralité de l'eau est bonne quand on la prend dans une station thermale, quand on prend l'eau directement au griffon, et qu'à ce moment-là, elle est chargée minéralement de minéraux curatifs, qui sont en effet, c'est l'objet d'une cure, c'est-à-dire que ça dure une semaine, 10 jours, il y a des états importants qui se passent au niveau du corps. Mais quand cette eau est mise en bouteille, il y a un phénomène qu'on appelle flocculation, et la minéralité, en fait, perd sa fonction colloïdale et n'est plus reconnaissable par le corps. Elle n'est plus identifiable, elle n'a pas de fonction réellement. Alors, aujourd'hui, ce sont les alternatives que l'on a, l'eau potable, l'eau minérale. Vous nous en proposez encore une autre, mais où est-ce qu'on peut la trouver? Est-ce que ça sert dans les maisons, dans les villages? À quel niveau, en fait? Quelles sont vos installations? Alors, je dirais que, d'abord, une petite information que j'ai oubliée et qui est importante, c'est que quand on parle de dépollution et tout au moins de santé du corps, ce qui nous importe aussi beaucoup, c'est la santé de la planète. Et quelque part, la pollution plastique actuellement, avec les bouteilles d'eau minérale, c'est quelque chose d'énorme. Tout le monde est conscient à l'heure actuelle qu'au niveau de la planète, il y a des océans entiers qui sont pollués par ce phénomène plastique. Donc, il est important de rappeler et de prendre en considération. Bien sûr. Alors, vos installations. Alors, nos installations, donc, on est parti en fait du simple dynamiseur d'eau, oui, qui en fait nous permet. Donc là, on va s'en rappeler par la suite. Donc, ces installations, oui, ils ne sont pas très bien en sérieux. Voilà. Ah voilà. Donc, on est parti du dynamiseur pour d'abord voir et expérimenter. Et voyant en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, les effets, on est passé à des gammes de fontaines donnant des volumes d'eau de plus en plus importants. Et là, on s'est rendu compte que ce processus de dynamisation, en fait, était
difficile sur des volumes plus importants. Donc on a mis en place ce qu'on appelle un biofiltre. Et ce biofiltre nous permet de dynamiser en continu et donc de faire des volumes d'eau importants avec ses propriétés d'eau biodynamisée. Quelle que soit l'origine de l'eau. Quelle que soit l'origine de l'eau. Donc c'est en effet une chose importante parce que travaillant dans un contexte où l'eau est vraiment très très polluée, dans le sud de l'Inde, dans l'Inde entière d'ailleurs, on a développé toutes les technologies de purification pour pouvoir traiter des eaux de pluie récoltées dans des collabs, donc très polluées, des eaux de rivière, donc on cherchait où il y avait l'eau, il fallait la prendre et la rendre potable d'abord et après dynamiser. Et même au niveau de l'eau de mer, puisque maintenant il y a de plus en plus de difficultés au niveau des nappes phréatiques. Donc on a mis en place cette technologie aussi de désalinisation, c'est-à-dire qu'on peut, avec nos installations, prendre l'eau directement de la mer, la rendre douce et après la dynamiser. Donc ce qui nous a obligés, de par les nécessités et les besoins, de créer toute une gamme de fontaines, allant de la fontaine domestique à la fontaine d'institution, jusqu'aux fontaines de grand volume. D'ailleurs, on a commencé par les fontaines de grand volume parce qu'on a fait à peu près 10 ans d'humanitaire. Vu les besoins sur place et en particulier de centres de réfugiés tibétains, bon, il y en a à peu près 100 000 en Inde, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. On a eu la nécessité, la vocation et l'aide financière aussi pour créer des systèmes et aider les gens à vraiment retrouver une bonne santé. Et il y a eu des, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler maintenant, mais peut-être plus tard, voilà. Des phénomènes tout à fait étonnants et qui nous ont confirmé dans la réalité que ce travail était très important pour l'humanité. Donc on va jusqu'à des volumes, des fontaines qui peuvent faire 20 000, 30 000, 50 000 litres d'eau par jour. Alors justement sur les preuves, ce que vous avez pu observer, puis je vais faire le lien avec le professeur Montagnier, ça va être là ma dernière question. Vous nous parlez d'une eau morte que vous transformez en eau vivante, un peu comme la nature le fait, mais là vous le faites de manière technologique, hein, si j'ai bien compris. Oui. Comment est-ce que vous démontrez les effets de cette eau sur le corps? Puisque vous avez des observations de terrain, vous avez des preuves, comment ça fonctionne? Oui, alors ça c'est évidemment ça a été c'est toujours d'ailleurs la grosse difficulté, mais disons qu'au départ ça a été évidemment le côté empirique de voir les résultats de cette eau sur notre santé. Bon, donc là il y a eu des centaines, voire des milliers de cas qui nous ont prouvé en effet que cette eau avait cette fonction thérapeutique. Bon, mais c'est pas suffisant parce que, comme tout le monde le sait, parler d'une eau dynamisée vitale ne convainc pas beaucoup de monde et même le milieu médical. Donc en fait, on a dès le départ cherché des moyens plus physiques d'objectivation pour montrer qu'il y a une différence entre une eau normale, donc potable, mais qui en fait qui est dite morte, qui n'a plus de vitalité, d'énergie, et on a mis en place donc une technologie qui s'appelle la cristallisation au chlorure de cuivre et qui permet donc de voir la différenciation entre un cristal d'eau normale et un cristal d'eau dynamisée. C'est pas là. Non, je crois qu'il faut revenir en arrière, vous l'avez passé en fait. Donc ça c'est un test de cristallisation qui donne des résultats qui sont ceux-là. Alors voilà, vous voyez sur la gauche une eau normale, donc on verse de l'eau dans une petite coupelle, on la fait évaporer très lentement, il y a une cristallisation du chlorure de sel, et cette cristallisation va montrer une forme qui en l'occurrence là est très chaotique, il n'y a pas de cohérence. Dès qu'on dynamise cette eau, on a en effet un centre et des radiations. Et pour nous, en fait, on part du principe que l'eau a retrouvé une cohérence, que le champ énergétique que porte l'eau
créer une cohérence dans la cristallisation. Ce qui pour nous est le démarrage de la vie. Quelque part prouve qu'il y a une énergie vitale d'organisation. Et puis le troisième que vous voyez, c'est une eau qui a été dynamisée et informée avec la luminescence, et en fait qui améliore encore le centre et l'irradiation. Donc ça c'est un test. Alors pour la petite histoire, je dis rapidement, mais il y a 12 ou 13 ans de ça, j'avais rencontré Jacques Benveniste, qui à l'époque travaillait à l'INSERM et qui en fait avait toute une histoire, qui a été un des grands précurseurs en effet de cette dimension de l'eau. Et en fait, j'avais rencontré aussi son collaborateur, le docteur Jamal Aïssa, qui est ici présent avec nous d'ailleurs. Et en fait, je lui avais présenté ce test, et il avait été très, très impressionné en me disant, si vous êtes capable de faire ce test-là et de le reproduire en double aveugle, ça peut ouvrir des portes au niveau scientifique que je n'ai pas été capable d'ouvrir. Donc c'était tout de même un test qui était acceptable au niveau scientifique. Après, il y a un autre test qui est venu, c'est un test basé sur la bioélectronique, donc des paramètres physico-chimiques de l'eau, et qui donne l'état du terrain biologique. Donc ça c'est très important aussi au niveau médical. Et puis on est arrivé donc dans une troisième étape, et avec la rencontre donc toutes les maladies chroniques dont va nous parler le professeur maintenant. Alors au départ en fait tout a démarré en Inde, et après on n'a pas fait de publicité en fait, c'était bouche à oreille qui fait que les gens petit à petit ont acheté des fontaines et ont commencé des réseaux. Disons que le deuxième réseau important, c'est surtout situé en Europe, en France et en Italie et en Suisse particulièrement, où depuis environ une dizaine d'années, on a vendu de nombreuses fontaines. Et maintenant, donc, avec cette première étape avec le Maroc et la joie de pouvoir apporter cette technologie pour le bien-être de tous nos amis au Maroc. Très bien. Merci, Monsieur Baveldas, pour cette présentation. Professeur Montagnier, on va allumer les deux voilà, et je vais vous donner la petite voilà. Merci. J'allume celui-ci aussi, comme ça on vous entendra mieux, vous serez tranquille. Et normalement, on vous voit. Voilà, je vous mets ça là, comme ça. Alors, je fais une longue introduction ce matin, enfin tout à l'heure, mais on est évidemment très honoré de votre présence ici aujourd'hui à Casablanca, et vous avez choisi le thème de l'eau structurée dans les maladies chroniques. Donc on a parlé de structure d'eau très positive, et là on va voir l'autre volet de la structuration de l'eau moins positive dans le cadre des maladies chroniques. Oui, quand on parle d'eau structurée, biodynamisée, effectivement c'est encore vague, et même pour les physiciens qui étudient en détail la structure de cette eau. Mais c'est vrai que M. Baveldas a apporté une notion importante, c'est qu'il y a de l'eau vivante, et que l'eau que nous avons dans notre corps n'est pas la même que celle que l'on boit. Il y a une sorte de phase nouvelle, et nous sommes faits d'eau structurée essentiellement, mais quelle structure exactement, nous sommes encore un peu dans le vague. Dans la recherche. Ce que nous avons apporté, c'est de voir que dans des maladies, il y a effectivement des notions de structure de l'eau altérée, notamment par l'ADN de nos cellules, ou l'ADN des bactéries. Et donc c'est là-dessus que nous avons travaillé maintenant depuis une dizaine d'années, avec d'abord un rescapé de l'équipe benveniste, Jamal Aïssa, et aussi Claude Lavallée, qui n'est pas là, et quelques autres personnes, et surtout aussi beaucoup des médecins cliniciens qui nous ont permis de lier ce que nous observions au laboratoire avec les symptômes cliniques et surtout avec la thérapeutique que l'on peut en déduire. Donc c'est surtout cet aspect-là que je vais développer aujourd'hui. Merci. Et bien sûr, vous savez que nous vieillissons mal en général. La durée de vie en moyenne augmente partout,
mais aussi les maladies chroniques qui accompagnent le vieillissement et qui parfois touchent les jeunes également, car ces maladies sont liées en partie au changement de l'environnement que nous créons nous-mêmes. Alors, vous avez bien sûr des épidémies nouvelles aussi récurrentes, il faut faire attention. Il y a la globalisation des germes également, du fait que nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé, mais aussi, surtout, il y a des maladies chroniques, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson et d'autres. Donc nous avons tout un cortège de maladies et ce qui nous a frappé, c'est que un certain nombre de ces maladies, mais la plupart, ont des facteurs infectieux à l'origine. Évidemment, ce ne sont pas les seuls facteurs, mais ce sont des facteurs sur lesquels on peut agir. Alors, je crois que je vais aller assez vite pour rappeler quels sont ces facteurs d'environnement qui nous touchent tous, les radiations, la pollution chimique de l'air, la pollution alimentaire, les pesticides, l'exercice physique excessif. Ceci est important. C'est-à-dire que les sportifs professionnels peuvent souffrir de maladies précoces du vieillissement et aussi les personnes assez jeunes. Je ne parle pas bien sûr de la fumée de tabac, le tabac, l'alcool sont des facteurs aussi. L'ischémie, c'est-à-dire la mauvaise vascularisation, l'apport de sang n'est pas suffisant, notamment pour le cerveau. Le cerveau souffre et à ce moment-là, c'est souvent un point de départ de maladies neurodégénératives. Mais je vais surtout vous parler du rôle des infections, donc qui sont évidemment mon domaine, puisque j'ai travaillé une grande partie de ma vie scientifique sur les virus et les bactéries, et vous montrer qu'on peut lutter contre ces infections bactériennes à travers les altérations de l'eau de notre corps. Alors, ce qui est important de connaître dans ce tableau, c'est que tous ces facteurs qui peuvent être de petites quantités, de petits volumes, mais ils s'ajoutent les uns aux autres. Et ils s'ajoutent justement pour causer des maladies graves. Donc il faut savoir qu'il y a donc cumulation de ces facteurs, donc il faut essayer de les éviter au maximum par le changement de comportement, certains c'est possible, et aussi donc par des traitements préventifs. Alors, il y a un facteur commun chimique dans toutes ces maladies. Ces maladies ont évidemment des origines diverses, mais il y a surtout un facteur chimique qui est constant, c'est les déséquilibres entre les espèces réactives de l'oxygène, qui sont très réactives, et le pouvoir antioxydant de l'organisme. C'est ce qu'on appelle un stress-oxydant, qui n'est pas exactement le stress dont on parle aussi, qui est très psychologique, mais qui est aussi s'ajoute à ce stress-oxydant. Alors les effets pathologiques du stress-oxydant sont très importants. Il y a les lipides qui sont modifiés, les membranes des cellules, les protéines sont détruites sous forme des agrégats indestructibles, et surtout il y a l'oxydation d'ADN qui entraîne des mutations, des cassures chromosomiques. Donc tout ceci agit par soi-même, mais aussi sur le système immunitaire. Alors, le stress oxydant est donc causé par l'effort musculaire trop important, les infections, toutes les infections microbiennes, virales, l'air et l'alimentation, les radiations et aussi le vieillissement précoce de petits organismes qui sont dans les cellules et sont les sources d'énergie, qui sont les mitochondries. Alors nous avons des antioxydants que nous fabriquons et on peut aussi bien sûr en ingérer par des compléments alimentaires. Un antioxydant majeur qui est naturel mais qu'on peut aussi ajouter comme complément alimentaire, c'est le glutathion, qui est un complexe de 3 acides aminés, et l'acide aminé central, c'est une cystéine,
qui permet de capter les molécules oxydantes et nous en débarrasser. Alors, je voudrais aussi ajouter un mot sur l'aluminium dont vous avez parlé tout à l'heure, M. Bagbadas. Il y a un chercheur français qui a travaillé depuis des années sur le problème de la toxicité de l'aluminium. Il s'appelle Romain Gherardi et il vient de publier un livre, comme vous voyez la couverture ici. L'aluminium, sous la forme soluble, n'est pas toxique, mais il a découvert que les agrégats d'aluminium, et notamment ceux qui étaient présents dans les vaccins, car l'hydroxyde d'aluminium est utilisé dans beaucoup de vaccins comme adjuvant pour augmenter la réaction immunitaire, sous forme d'agrégats. Et ces agrégats ne se détruisent pas, ne circulent petit à petit dans l'organisme jusqu'au cerveau. Là, ils ne vont pas plus loin, mais ils font des dégâts au niveau des neurones. Donc il y a des maladies liées à l'aluminium qu'il faut connaître et il faut éviter cette toxicité. Ceci ne met pas en cause les vaccins eux-mêmes, mais les adjuvants qu'on utilise dans les vaccins. Donc je demande aux firmes pharmaceutiques, je ne suis pas le seul, à ne plus utiliser cet adjuvant dans les vaccinations, notamment chez les enfants. La suivante. Alors, je vais maintenant donc me localiser davantage. Est-ce que vous préférez ce micro? Les deux. Les deux? Non. Parce que je vous vois vous tourner Oui. depuis tout à l'heure. Merci. Les problèmes liés aux infections. S'il marche, mais les deux ensemble, ça marche pas. Il y a des infections bactériennes sont les infections aiguës ou latentes. Les infections bactériennes aiguës, on les maîtrise bien sûr par les antibiotiques, mais l'usage même de ces antibiotiques, notamment dans les hôpitaux, a généré des bactéries qui sont multirésistantes aux antibiotiques. C'est un problème qui existe dans tous les hôpitaux et il est souvent sous-estimé ou caché, car il donne une mauvaise réputation aux services cliniques et ceci dépend essentiellement des précautions d'hygiène, mais aussi pour le fait qu'il faut éviter, si l'on peut, d'aller à l'hôpital. Ces bactéries multirésistantes existent très peu dans la population générale, mais elles prolifèrent de patient à patient dans les hôpitaux. Ça, c'est un premier problème. Et maintenant, le problème des infections latentes. Ce sont souvent des infections qu'on appelle froides, car elles ne donnent pas de fièvre, elles donnent très peu de signes d'inflammation, et pourtant la bactérie a appris à résister aux réactions immunitaires et à persister dans l'organisme pour des périodes très longues. On connaissait ce phénomène déjà pour les virus, notamment le virus du sida, qui donne une maladie au bout d'une dizaine d'années après l'infection. Mais là, on a affaire à des bactéries qui ont appris aussi à persister, à survivre en dépit des réactions immunitaires et sont mal accessibles aux antibiotiques. Et c'est là-dessus, je pense, que les infections latentes froides ont un rôle important dans les maladies chroniques les plus communes à l'heure actuelle. Alors ces infections froides se caractérisent donc par des formes multiplicatives nouvelles ou multiples qui sont intracellulaires, elles sont dans les cellules. Elles forment souvent des films, des biofilms, et qui les rendent résistantes à l'accès aux antibiotiques et aux anticorps. Elles sont souvent portées par des vecteurs, par des parasites. C'est-à-dire que pour traiter ces maladies, il faut non seulement penser à traiter la bactérie elle-même, mais aussi le vecteur possible, un parasite, un champignon, un ver, etc., qui peuvent porter cette bactérie. Et il y a enfin une autre caractéristique, c'est que toutes ces infections génèrent un stress oxydant important qu'il faut traiter comme un symptôme.
Alors, qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Eh bien, c'est de traiter avec nos collègues cliniciens de l'association Chronimed, de voir si on pouvait cependant débarrasser l'organisme de ces infections froides. Et pour ça, nous avons mis au point des méthodes très sensibles. Et je peux dire, la recherche là-dessus continue, bien sûr, pour détecter des traces de ces infections dans le sang, par des tests sanguins relativement simples. Nous avons commencé donc par deux techniques qui sont listées ici. La première, c'est la réaction en chaîne par polymérase, PCR, qui est une technique qui a été développée depuis le début des années 1980, qui est capable d'amplifier des millions de fois une séquence d'ADN, d'une bactérie ou d'un virus par exemple, à condition d'en connaître la séquence, en partie la séquence, et à ce moment-là on peut utiliser des amorces qui, avec une polymérase résistante à la fusion de l'ADN, des chaînes de l'ADN par la chaleur, permet de faire une réaction en chaîne qui aboutit donc en quelques heures à cette accumulation de la séquence d'ADN que l'on cherche. Mais il faut déjà connaître la séquence de cet ADN. Donc ce n'est pas le cas, bien sûr, des maladies où on ne connaît pas l'origine bactérienne. Et là, nous avons une deuxième technologie mise au point à partir des travaux de Belvéniste, qui est basée sur la production d'ondes électromagnétiques de l'eau. Alors, la PCA, voici un schéma classique. On a une double liste d'ADN. Cette double liste peut être ouverte par la chaleur et la polymérase qu'on appelle TAC, qui est une polymérase d'une bactérie résistante à la chaleur, extraite des sources d'eau chaude. Cette polymérase, donc faite de protéines, qui résiste à la chaleur et permet donc de travailler après la fusion de la molécule d'ADN par la chaleur. Et à ce moment-là, cette polymérase va faire une chaîne, allonger une chaîne déjà commencée par les amorces fixées aux deux bouts de la séquence d'ADN. Voilà le système classique. Et l'autre donc technique, c'est l'émission d'ondes électromagnétiques de basse fréquence. Là, nous travaillons dans des basses fréquences de 0 à 20 000 Hz, par des hautes déductions aqueuses d'ADN, bactéries et virus qui sont présents donc dans un grand nombre d'infections chroniques humaines. Alors ces ondes de basse fréquence doivent être détectées dans des conditions extrêmement précises, après filtration soit de la culture de micro-organismes, soit du plasma sanguin de patients infectés, et à partir aussi de l'ADN qui est extrait de ce plasma. Donc voici le schéma classique d'une amplification du courant électrique produit par les ondes électromagnétiques de la substance, qui est extrêmement faible si on passe d'une solution d'ADN, de l'ordre de 2 nanogrammes par millilitre, et on arrive ensuite, après l'amplification et la numérisation, à l'enregistrer sur un ordinateur. Alors tout ceci donc est extrêmement précis, mais très reproductible, et j'ajoute qu'il est aussi très important d'agiter au moins 15 secondes cette solution, chaque dilution de l'ADN, et très probablement, donc ceci va peut-être rendre l'eau plus vivante, mais surtout former des nanobulles, des petites bulles, sur lesquelles peut-être se produit la formation d'un réseau, une sorte de cristal liquide de l'eau. Et c'est cette eau qui va donc être informée par l'ADN et elle-même produire des ondes électromagnétiques à certaines dilutions assez fortes, des dilutions décimales. Et là, on touche un problème très important au niveau théorique, c'est que cette eau ne contient plus qu'elle-même. Elle ne contient plus de molécules d'ADN.
Alors ça rejoint les bases de l'homéopathie, si on peut dire, et ceci veut dire que c'est l'eau elle-même qui est informée et qui garde l'information pour reproduire la molécule d'ADN dans certaines conditions. Alors, ce schéma résume chaque expérience, qui est assez laborieuse, il faut faire toutes les dilutions, et c'est seulement à certaines dilutions que l'on obtient, donc, ici en jaune, la production d'ondes électromagnétiques autour de 1000 à 3000 Hz. Et ceci est elle-même une excitation de résonance par rapport à des ondes électromagnétiques qui nous entourent. Il faut savoir que toute la surface de la Terre est traversée par des ondes électromagnétiques de basse fréquence qui sont naturelles, qui ne sont pas produites par l'homme, qu'on appelle les ondes de Schumann, et qui sont entre 7 et une centaine d'hertz. Donc ces ondes sont produites probablement par les décharges électriques des orages. Donc il y a une certaine corrélation peut-être avec l'activation de l'eau. Mais donc il faut qu'il y ait cette excitation pour que l'on puisse détecter par résonance les tubes de doses diluées de dilution de plasma qui proviennent de patients. Car ceci est remarquable, ce que vous voyez ici, c'est uniquement à partir de patients souffrant de maladies chroniques que nous l'avons observé. Alors on peut soit pratiquement détecter ces ondes par leurs différences de fréquence par rapport au bruit de fond, soit mesurer l'intensité, la différence d'intensité par rapport au bruit de fond. Donc on a une mesure assez quantitative de ce qui se passe à partir du plasma de patients. Et là vous voyez un exemple, à gauche le bruit de fond, à droite avec différents traitements de ces rayonnements. Vous voyez qu'il y a donc un déplacement des ondes vers la droite, vers les plus hautes fréquences, alors que les fréquences naturelles du bruit de fond sont de l'ordre de 50 Hz, qui est le courant électrique. Alors, bien sûr, on n'explique pas tout avec ces phénomènes, et nous avons fait appel depuis même le début, à des collègues de physiciens quantiques pour nous expliquer ce qui se passe en détail. Ils n'ont pas totalement la réponse, mais il semble quand même qu'une première approximation indique que l'eau change de structure, forme des cristaux liquides. Cristaux liquides, c'est-à-dire à la fois des cristaux comme la glace, mais liquides. Et donc, c'est ces cristaux liquides qui forment probablement un réseau qui vont capter l'information d'ADN. Donc, l'eau est vraiment plus qu'un solvant. C'est une sorte de moule sur les molécules biologiques. Et je pense que, comme vous l'avez dit, que notre existence d'être vivant, dépend essentiellement de l'eau, de ces changements de phase de l'eau, depuis l'origine de la vie. Donc voilà un peu ce qui se passe, ce que nous pensons, mais ça n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut se demander pourquoi ces ondes ne sont produites que par l'ADN de bactéries ou de virus. Peut-être elles sont produites par tous les ADN, y compris le nôtre, mais à plus faible intensité que nous ne détectons pas par nos technologies. Donc ce que nous détectons, c'est essentiellement les ondes produites par de l'ADN de bactéries ou de virus, et d'autres travaux par d'autres groupes suggèrent que ce sont les séquences d'ADN oxydées au niveau de leur base par des radicaux libres, on vient au stress oxydant de tout à l'heure, qu'il y a un transfert de charge, un transfert d'électrons sur des longues distances et peut-être l'émission donc d'un champ électromagnétique. Encore plus loin, nos collègues, notamment le professeur Vitiello en Italie, a étudié d'une façon théorique
ce qui se passait dans la réaction PCR. La réaction PCR implique donc d'une part une enzyme, une polymérase, et d'autre part une séquence d'ADN. Et entre les deux, il y a probablement l'eau. Alors l'eau, ce schéma montre que l'eau, au milieu, entre les enzymes et l'ADN, forme ce qu'on appelle des domaines de cohérence. De cohérence au sens quantique du terme. C'est-à-dire que toutes les molécules d'eau, que vous voyez ici comme les petits oiseaux, ce sont les dipôles de l'eau, l'atome d'oxygène au centre et les deux hydrogènes de chaque côté. Eh bien, ces dipôles vont s'orienter, qui normalement sont orientés au hasard, vont tous s'orienter dans la même direction. Ils sont activés, on peut dire, de la même façon. Et cette activation permet un passage d'ondes entre l'ADN et la polymérase. Alors ceci est un peu révolutionnaire, c'est-à-dire que nous pensons, d'après cette théorie, qui est maintenant d'ailleurs publiée, va être publiée, cette théorie indique, je vais revenir en arrière, voilà, cette théorie indique que probablement la réaction PCR ne se passe pas aussi simplement qu'on le croyait, c'est-à-dire qu'il y a probablement un médium, un milieu entre l'enzyme et l'ADN, de telle façon que l'enzyme ne voit pas l'ADN, la séquence d'ADN elle-même, mais elle voit son image dans l'eau, son image électromagnétique dans l'eau. Et donc ceci va très loin parce que ça modifie beaucoup la vision que nous avons des réactions enzymatiques et des phénomènes épigénétiques qui entourent l'ADN. Mais revenons un peu alors aux applications, si vous voulez, que nous avons d'abord fait pour les applications médicales. Et donc tout ceci qui semble assez théorique a peut-être des applications médicales importantes. Je voudrais en citer 2 ou 3 exemples. Le premier, c'est l'autisme. L'autisme est une maladie qu'on croyait uniquement psychiatrique et très rare. C'est maintenant une maladie très commune, avec des augmentations assez extraordinaires, presque exponentielles aux États-Unis, dans les pays développés, mais aussi un peu partout dans le monde, où un enfant sur 45 est atteint d'autisme aux États-Unis, un enfant sur 38 en Corée du Sud, et en France, nous ne savons pas les statistiques, au Maroc non plus, mais nous savons qu'il y en a beaucoup. Donc c'est une maladie qu'il faut prendre en compte, et le modèle que nous avons, basé sur des observations de laboratoire et d'autres groupes, c'est que c'est une maladie qui a pour origine une infection microbienne. Une infection microbienne qui commence par l'intestin et probablement donc de nutrition, d'un changement de nutrition de l'enfant nouveau-né. Et peut-être du lait de vache par exemple. Mais on ne connaît pas l'origine de cette bactérie, mais qui existe, qui a été découverte par le groupe de Jan Lipkin aux États-Unis dans des biopsies d'iléons, c'est-à-dire de l'intestin grêle, de la fin de l'intestin grêle, d'enfants autistes souffrant de troubles gastro-intestinaux. Et le problème, c'est que cette bactérie va pouvoir passer dans le sang dans certaines conditions, notamment quand il y a une inflammation de la muqueuse intestinale pour différentes raisons. Et si elle passe dans le sang, elle a les risques d'atteindre aussi le cerveau, parce qu'il y a aussi une baisse de la barrière entre le sang et le cerveau au niveau des méninges. Et donc cette bactérie ou ces toxines vont pouvoir atteindre les neurones de l'enfant. Ce n'est peut-être pas le seul facteur, bien entendu, je vous ai parlé tout à l'heure de l'aluminium, il y a aussi d'autres facteurs, les radiations électromagnétiques également, qui peuvent contribuer à diminuer ces barrières et à permettre ces passages. Alors je passe sur les résultats expérimentaux qui sont un peu difficiles à expliquer en quelques minutes, mais pour vous dire qu'on peut traiter cette infection bactérienne
par des antibiotiques, on fait diminuer la présence de l'ADN de cette bactérie qui s'appelle Suterella dans le sang, et les symptômes cliniques s'améliorent en même temps. Donc c'est une preuve que cette bactérie a un rôle de cause, non pas de conséquence, dans la maladie. Alors une étude qui a été faite avec des collègues italiens et français qui traitent des enfants autistes a montré que sur une cohorte d'enfants autistes d'environ 150, il y avait une majorité qui avait à la fois des signaux électromagnétiques dans leur sang et également positifs en PCR pour ce terrain-là, comparé à un groupe de témoins non autistes. Et on peut bien sûr appliquer cette technologie au suivi thérapeutique pour voir si un antibiotique marche, s'il fait décroître les signaux électromagnétiques, décroître la PCR et en même temps améliorer donc la condition de l'enfant. Si ce n'est pas suffisant, on doit ajouter un deuxième antibiotique qui augmente encore l'effet sur la bactérie. Donc il y a une corrélation importante entre cette bactérie et l'autisme, également prouvé par ces études thérapeutiques. Je passe rapidement sur un autre cas également d'un enfant qui a été traité pendant 1 an. Il faut un traitement assez long par des différenciés par des pauses. Ce n'est pas un traitement continu par les antibiotiques. Il faut savoir qu'il y a des effets secondaires des antibiotiques. Nous les connaissons, on peut les traiter, mais on observe surtout, donc après ce temps, une baisse, une disparition de la PCR Suterella et une disparition des signaux électromagnétiques. Voilà donc un exemple qui est confirmé par des travaux récents qui montrent qu'effectivement, dans l'autisme, il y a l'altération des barrières intestinales et hémato-encéphaliques. Alors, je passe un peu sur le modèle pour vous donner un deuxième exemple, qui est celui de la maladie de Lyme, qui est aussi une maladie de plus en plus courante, transmise par un tic. C'est une bactérie ou un groupe de bactéries dont le principal s'appelle Borrelia, qui est une bactérie particulièrement polymorphique, différentes formes, et certaines résistent à des antibiotiques. Elle peut persister pendant des années, mais donner à la fin des troubles articulaires et neurologiques très importants. Et il y a également un stress oxydant, bien sûr, très important qu'il faut traiter. Voici 2 exemples en microscope électronique de la forme qu'on appelle spirochète, qui est une sorte de serpent, de micro-serpent ondulatoire, et la forme kystique, en forme de boule. Et un certain nombre d'auteurs italiens ont trouvé dans les mitochondries des cellules des glandes salivaires de tic, donc qui ont passé quand la tic a piqué, une rickettsia, une petite bactérie qui s'appelle Midichlorians mitochondriae. Et cette bactérie peut, elle, parfois aussi trouver chez les malades infectés par la tic, piqués par la tic. Il y a également ce qui vous montre la variété le génie, on peut dire, des êtres vivants, c'est qu'il y a également un parasite, un ver, un petit ver dans cette tique, et là aussi elle peut transmettre la bactérie. Alors, donc nous avons une PCR qui va détecter cette bactérie, et là aussi des études de cohortes ont montré qu'une grande partie des personnes infectées en France étaient positives pour la Borrelia, la maladie de Lyme, et avaient également donc des signaux dans plus de 80% des cas. Donc là aussi, nous pensons qu'il y a une cause bactérienne principale à cette maladie, sans exclure que d'autres bactéries et d'autres facteurs puissent aussi intervenir. Alors, je passe sur la fin
mon exposé, mais ce que je voulais vous signaler, c'est que dans le cas du sida, il y a des choses également intéressantes au niveau des bactéries. Il y a à côté du virus l'ADN, qui a une forme ADN dans les cellules, un agent que nous avons commencé par appeler X, mais que nous avons identifié comme une bactérie proche des Rickettsia et qui produit également des signaux, notamment dans les globules rouges. Le virus, on peut le détecter, il vient d'autres cellules, bien entendu, dans son ADN, dans le plasma. Il donne des signaux, mais également l'agent bactérien donne également des signaux. On peut les séparer par les structures de l'eau qui sont différentes dans leur taille. Elles ont une taille plus grande pour l'agent bactérien. Et là également, ce qui était très curieux, c'est que ces formes sont présentes dans les globules rouges, à l'inverse du virus qui, lui, n'est pas présent dans les globules rouges. On peut penser qu'il y a une sorte de cohésion, de coaction des deux agents, et c'est peut-être l'origine de l'épidémie de sida. Bien sûr, le virus est la cause première, existait en Afrique, mais peut-être que c'est la conjonction avec cet agent qui est proche des Rickettsia qui a augmenté sa virulence et causé l'épidémie que vous savez. Donc ceci implique des traitements antibiotiques pour se débarrasser de cette bactérie. C'est plus facile même que le traitement antirétroviral contre le virus. Et un certain nombre de patients ont déjà été traités de cette façon et on note une amélioration supplémentaire du système immunitaire dans ces conditions, sans être sûr, bien sûr, qu'on a complètement éradiqué le cofacteur. Donc le traitement d'infection par le virus, c'est celui-ci au niveau d'aujourd'hui, les ARV, les antirétroviraux, et demain, ce sera peut-être aussi le traitement de la bactérie par antibiotique. Voilà, je voudrais donc terminer sur cette présentation par des résultats très récents obtenus par M. Aïssa en collaboration avec l'équipe d'Aquadine sur un patient affecté par le VIH. On a pu faire diminuer, je n'ai pas éradiqué, mais diminuer le cofacteur bactérien par un traitement même assez court. On voit une diminution des signaux électromagnétiques et aussi par son ADN par PCR. Donc cet effet est encourageant. Bien sûr, c'est un seul patient. Et on a également traité in vitro des plasmas de patients atteints de la maladie de Lyme et de l'autisme. Et là aussi, observé une diminution des signaux électromagnétiques pour l'instant. Donc, ceci suggère que l'eau aquadine peut diminuer peut-être la présence de ces structures créées par les bactéries dans le sang. Je ne dis pas qu'elle serait capable d'éradiquer, mais elle peut s'ajouter à des traitements antibiotiques appropriés pour qu'on puisse un jour peut-être effectivement parler d'une éradication. C'est en tout cas un souhait, un espoir, et bien sûr qui dépend de la recherche. Et je pense que l'on peut aussi étendre ces observations à d'autres maladies aussi importantes comme les cancers et les polyarthrites rhumatoïdes et aussi les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, donc une perspective qui, à mon avis, s'insère dans une vision de la médecine de futur qui sera surtout une médecine de prévention avec des tests de laboratoire qui permettront une prédiction des facteurs de risque, mais aussi, il faut ne pas oublier que la médecine restera un échange, un dialogue entre le médecin et son patient, et même une participation, bien sûr, une responsabilisation des patients.
Et ceci n'est possible que dans un système où la santé prévaut sur l'économie. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. C'est décapant comme résultat et présentation. Et source aussi quand même d'espoir, hein, si je vous entends bien. Je voulais vous demander peut-être, pour qu'on comprenne bien qu'on est sur un salon qui touche au domaine de l'eau, quelles sont les perspectives de tests à venir qui sont à envisager pour justement voir si l'eau biodynamisée informée, aquatique en l'occurrence, peut participer à une solution. Quels sont les tests à venir? Quels sont les enjeux aujourd'hui? Ce qui manque maintenant, ce sont les essais cliniques contrôlés, n'est-ce pas? Nous avons des résultats sur quelques patients, mais ce n'est pas suffisant pour convaincre, n'est-ce pas, la communauté scientifique et médicale. Il faut des essais cliniques contrôlés, et ceci coûte beaucoup d'argent. Donc c'est un problème financier essentiellement. D'accord. Et l'accord, bien sûr, de collaboration avec l'équipe d'Aquadim. Donc, le financement de tests cliniques qui se déroule, vous avez un centre, je crois, en Afrique aussi. On peut peut-être parler du centre en Afrique que vous avez, dans lequel vous effectuez aussi des tests cliniques à Abidjan. Vous avez un centre en Suisse. Et là, aujourd'hui, l'idée pour tous les deux, vous m'arrêtez, M. Bamandas aussi, c'est voilà, de trouver le financement pour faire les tests cliniques pour prouver que cette eau, compilée à vos recherches, participe à l'amélioration des pathologies très lourdes dont on vient de parler, Alzheimer, Lyme, autisme, diabète, etc. C'est ça, hein? C'est un enjeu important. Absolument. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou... Je pense que c'est totalement d'accord avec justement tout l'objectif avec lequel on a entrepris cette action, c'est-à-dire cette relation d'eau et santé, qui en fait a prouvé ses résultats au niveau empirique, hein, sur les gens, et tout d'un coup qui prend une autre dimension à travers des études réellement scientifiques, médicales, qui vont parler aussi au monde scientifique, qui actuellement est tout de même assez réticent à ce genre d'information et de reconnaissance. Et notre vocation, c'est réellement de propager cette eau pour la santé en fait humaine. Donc en fait, on est dans une volonté d'essayer de passer une information pour faire comprendre aux gens qu'il y a un moyen très simple en fait d'améliorer la santé, c'est celui de boire une eau justement qui a ses qualités et cette exigence de qualité et qui en fait va améliorer progressivement, quotidiennement la santé des gens. Donc tout moyen d'objectivation, toute étude médicale pour nous est fondamentale. Essentielle. Et le réseau en fait commercial qui a été mis en place depuis à peu près une douzaine d'années réunit des collaborateurs en fait qui sont motivés aussi pour cet objectif. Donc en fait on est tout à fait maintenant dans l'optique d'une expansion de la partie commerciale dans différents pays dont le Maroc maintenant. Et il y aura aussi, et c'est une décision réellement de toute l'équipe, d'un retour financier sur la partie commerciale pour développer le côté justement d'études médicales et aussi de bénéfices au niveau de services humanitaires. Humanitaires, d'accord. Oui, c'est important de le préciser en effet. Professeur Montagnier, la conférence arrive à sa fin. Je voulais vous interroger sur votre livre. Pour savoir, il a été édité en 2008 et je voulais voir avec vous si ce qui a changé, parce que vous donniez à cette époque, vous parliez déjà du glutathion, un grand nombre de clés pour la prévention santé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que vous écririez le même livre aujourd'hui? Les combats de la vie, mieux que guérir, prévenir. Bien, en grande partie, je garderai tout ce que j'avais dit sur ce livre, et c'est vrai, toujours vrai, n'est-ce pas? Je garderai plus, bien sûr, des additions
dans tous les travaux de laboratoire que nous avons faits, justement sur l'eau, sur les structures de l'eau. Donc, ça renforce encore plus, si vous voulez, les thèmes que j'avais traités à l'époque. Donc, en fait, c'est un problème plus important, puisqu'à l'époque, on parlait très peu d'autisme, par exemple, et que nous sommes dans un environnement qui change totalement, et avec des effets de seuil. Par exemple, je pense aux radiations électromagnétiques. J'en ai pas parlé beaucoup, celles qui nous entourent. Je ne parle pas de celles qui sont naturelles, je parle de celles que l'homme crée et qui font que les enfants très jeunes sont déjà exposés à des fortes radiations venant de l'ordinateur, des iPhones, etc. Et on commence à voir d'autres pathologies chez ces enfants. L'autisme, bien sûr, mais aussi parfois des maladies d'Alzheimer, des signes de maladies d'Alzheimer. Chez les enfants. Chez les enfants. Alors donc c'est assez inquiétant, c'est l'environnement actuel qui va très vite, qui change très vite et qui va produire de nouvelles pathologies, par des effets de seuil, n'est-ce pas? Actuellement, il y a des personnes qu'on appelle électrosensibles, en ce sens qu'elles sont très sensibles à n'importe quelle exposition de matériel électronique. Ces personnes sont encore rares, mais elles existent. On ne peut pas les nier. Ne pas penser que c'est un effet psychiatrique, c'est réel. Et c'est lié au fait que ces personnes ont été exposées parfois à une antenne qui émet une intensité plus forte de radiation électromagnétique de haute fréquence. Et après cette exposition, elle devient une sorte d'intolérance, elle devient absolument intolérante à n'importe quelle intensité de radiation. Et donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et ceci touche surtout les enfants. Il faut penser aux femmes enceintes, et mon message, c'est de demander aux femmes qui sont enceintes de ne pas s'exposer à ces radiations, le moins possible. Le message est passé, il est clair. Je ne sais pas s'il y a des questions, éventuellement. Oui. Une, deux. Toutes ces informations, c'était vraiment très très instructif, les deux présentations. Moi j'ai une question au professeur Luc Montagnier. Vous avez parlé d'autisme, et vous avez parlé d'autisme aux États-Unis et en Corée du Sud. Il y a un cas sur 45 et un cas sur 33, c'est énorme. On a cherché à avoir une explication parce que c'est quand même des pays assez développés. Les deux pays, on ne trouve pas ça dans d'autres pays moins développés, je pense, ou dans une moindre mesure. Je pense que ça doit être lié à tout ce que vous venez de dire, toutes ces inventions électroniques, peut-être, ces produits chimiques, peut-être. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, évidemment, est liée à votre invention, à votre découverte. Qu'en est-il aujourd'hui? Où on en est avec le sida? Je vous remercie. Alors, pour répondre à votre première question, les facteurs de l'autisme sont multiples. Il n'y a pas un seul facteur. Mais on commence à discerner les facteurs les plus importants. Donc, il y a peut-être cette bactérie dont j'ai parlé, et qui est liée au changement dans la nutrition précoce de l'enfant nouveau-né. Après, soit la lactation de la mère, pendant la lactation de la mère, par la mère, le fait qu'on utilise surtout des produits industriels maintenant pour remplacer cette lactation. Il y a d'une part aussi certains médicaments très usagés, très utilisés, comme le paracétamol. Le paracétamol, c'est un produit anti-inflammatoire, et dès qu'un enfant a la fièvre, on lui donne le paracétamol.
chez le jeune enfant. Donc il faut éviter, c'est un message qu'on donne aux pédiatres, de ne pas prescrire un sirop paracétamol sur un enfant qui a de la fièvre après une vaccination ou après une opération quelconque. Il y a donc aussi l'exposition aux radiations électromagnétiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là aussi, prévention, éviter que les enfants dorment avec leur ordinateur. Sinon, ils risquent d'avoir ces signes d'Alzheimer dont je parlais tout à l'heure. Il y a également d'autres facteurs liés à la pollution alimentaire, si vous voulez, les pesticides, les produits qui évitent les hormones, etc., les perturbateurs endocriniens. Donc tout ceci, c'est un faisceau, si vous voulez, donc qui demande une politique sanitaire de prévention, d'information, parce que souvent personne n'est informé de ces facteurs qui eux-mêmes, par eux-mêmes, sont faibles, mais je répète, en s'ajoutant les uns aux autres, on vit de la maladie. Donc ceci pour l'autisme, pour les maladies chroniques, aussi en général, n'est-ce pas, les maladies neurodégénératives. La deuxième question, on en est le sida, bien que vous savez, le sida est passé au stade de maladie presque chronique grâce à la trithérapie. Mais la trithérapie ne guérit pas, c'est-à-dire que la personne doit utiliser à vie ces médicaments, qui sont souvent générateurs d'effets secondaires importants, toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Sinon, le virus est toujours là, va à nouveau se multiplier. Donc, ce que nous cherchons, nous, c'est de trouver, peut-être par l'entremise de ce cofacteur, un traitement qui puisse éradiquer une infection, qui permette à ce moment-là aux personnes de se croire qu'elle est au moins fonctionnellement guérie, c'est-à-dire que le virus reste à un tout petit niveau, un peu comme le bacille de Koch ou la tuberculose. On peut avoir des kystes pulmonaires toute sa vie, il ne se passe rien. Et on peut espérer la même chose si on arrive à juguler ce deuxième cofacteur. Actuellement, la trithérapie n'agit que sur les formes de multiplication active du virus, mais pas sur les formes persistantes, latentes. L'ADN du virus reste caché et nos tests montrent qu'il est toujours là, il ne bouge pas avec la trithérapie. C'est donc cette cible-là qu'il faut atteindre. Merci. Je crois qu'on a encore une question. Merci pour les deux éminents exposants. J'ai deux questions, une chacun de vous. Et je veux remercier Dr Montagnier sur l'autisme. Vous avez dit au Maroc, il y a de plus en plus d'enfants autistes. Pour vous informer, il y a 35 associations marocaines qui 35 associations dédiées à la lutte contre l'autisme. J'en ai un dans ma famille, donc pour vous dire. Et la piste de la microbienne, je pense que je voudrais savoir, est-ce que on a poussé un peu plus la recherche pour éventuellement un traitement? Et est-ce qu'on ne pense pas déjà, si on confirme que c'est une piste microbienne, de prévoir un vaccin, par exemple? Je peux donner la question? Oui, comme ça on a les deux. Voilà, monsieur Babandas, je m'excuse si j'ai mal prononcé le nom. J'ai vu donc le procédé de traitement. Bon, les premières étapes, c'est les procédés de traitement conventionnels qu'on applique. Bon, bien entendu, on n'applique pas la musique ni le lumière, mais je vois que vous ajoutez des oligo-éléments. Et si l'eau déjà, au départ, on possède, qu'est-ce que vous en faites? Et votre procédé, est-ce il ne nécessite pas, est-ce qu'il est applicable à tous les types d'eau, ou bien il y a un certain pré-traitement lorsqu'on a par exemple les matières en suspension, lorsqu'on a la turbidité, etc. Est-ce qu'il y a des pré-traitements à faire avant donc de les introduire dans votre système? Merci. Merci. Professeur, un vaccin pour l'autisme? Alors, il faut d'abord convaincre les médecins et les scientifiques. Et ça, en fait, il est assez effarant
que ces travaux dont j'ai parlé, et notamment cette query dans l'intestin, ont été publiés en 2012, il y a déjà 5 ans. Le silence s'est fait totalement au niveau non seulement des grands médias, mais aussi des journaux, des revues scientifiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait la peur d'un lien avec la vaccination. Alors tout ce qui est vaccination est tabou et on ne peut pas toucher à rien, ni même aux adjuvants à l'espace d'aluminium dont je parlais tout à l'heure. J'espère que cette situation va enfin changer, parce que beaucoup de pédiatres disent encore que l'autisme est une maladie incurable. C'est faux. Nous avons des transformations spectaculaires par des traitements antibiotiques bien produits. Donc, c'est simplement une question d'information. Et l'information scientifique elle-même ne passe pas parce que les revues sont dépendantes des pouvoirs par les annonceurs. Et donc, on fait le silence total. Je crois que c'est clair, malheureusement. Deuxième question, du coup, sur le traitement, est-ce que... Non, oui, donc... toutes les autres... Comme on le disait tout à l'heure, en fait, la première étape de purification permet réellement et exige d'enlever le maximum de polluants, qu'ils soient physiques, donc il y a des pré-traitements qui permettent d'enlever ces polluants physiques, chimiques, avec des charbons actifs, et l'idée, c'est d'enlever tous les éléments, c'est tellement mélangé. Il y a beaucoup plus d'éléments toxiques, évidemment, que d'éléments positifs. Donc on a pris le parti d'enlever le maximum, donc y compris à travers cette osmose inverse, qui enlève vraiment la totalité, y compris les ions sodium. Donc vous voyez à quel niveau la purification se fait. Alors la question des minéraux, c'est qu'en fait, la minéralité de l'eau n'est pas ce que le corps a besoin. Le corps va prendre sa minéralité dans la partie végétale, légumes, fruits. C'est là où il va aller chercher ces minéraux, des minéraux vivants, des minéraux assimilables. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on remet, après avoir débarrassé l'eau de tous ces polluants, mais aussi des minéraux qui sont présents, on lui restitue des minéraux ou des métalloïdes aussi, en l'occurrence, comme l'argent, le cuivre, l'or, qui sont positifs pour le corps, ou le carbone par exemple. Donc on reconstitue, on dit une mémoire positive, c'est-à-dire des éléments que le corps va prendre et qui, par le fait que cette technologie en fait joue sur des fréquences vibratoires, redonne à la minéralité sa fonction colloïdale, c'est-à-dire qu'en fait il remet dans une réalité assimilable par le corps. Marcel Violet à l'époque parlait de minéraux à l'état naissant. Donc c'est des minéraux qui sont assimilables. Et c'est notre technologie en fait prend le parti de reconstituer cette minéralité qui est bonne pour le corps. Donc c'est valable pour toutes les eaux. Donc c'est valable pour toutes les eaux, absolument. Je ne sais pas s'il reste une question, il nous reste 2 minutes, sinon nous allons clore. Encore une question, monsieur? D'abord, je vous remercie de votre présentation. J'ai juste une question pour savoir le prix d'où revient d'une petite fontaine que vous avez mis en place en Inde. Plus de la partie commerciale dont pour l'instant on est en train de mettre en place. On a un stand où tous les acteurs commerciaux vont vous parler de ces prix, mais disons que le prix d'une fontaine actuellement, telle qu'on la conçoit, est légèrement supérieur au prix des purificateurs habituels. Mais en fait, le bénéfice est aussi beaucoup supérieur à ce qu'une purification seule en fait peut donner. Donc pour des indications plus précises, en fait, on vous invite sur notre stand et on pourra vous répondre à toutes ces questions. Pas tout mélanger. Voilà. Une autre question où je pense que voilà, on va s'arrêter là. Cher professeur, c'était un honneur de vous avoir ici à Casablanca et à ce salon. Merci aussi Monsieur Bagendas pour votre intervention. On a découvert beaucoup de choses et appris beaucoup de choses.
Merci aux participants. Et puis, effectivement, il y a un stand à Coding pour toutes les questions plus techniques. Merci à vous. Merci. Merci.